C'est une forme de pied de nez qui est fait à l'esprit de la démocratie et au texte. On ne, quand on ne vient pas valider ou faire valider ou faire avaler une couleuvre après avoir forcé son passage. Ce que font ces gens, c'est du mépris vis-à-vis du peuple. Ils insultent, moi je le dis avec beaucoup de sérénité. Ce régime insulte notre intelligence depuis qu'il est arrivé. Ces gens nous méprisent avec une constance qui force mon admiration, mais ce mépris-là est conforté par le sentiment de toute puissance qu'ils ont et l'impunité que leur procure l'étendue de leur pouvoir et de l'impression qu'ils ont que rien ne peut leur résister. Ce Sénat n'est pas sérieux, la création de cette institution n'est pas sérieuse. On se posait déjà tous des questions sur l'utilité d'un Conseil économique et social. Ce n'est pas pour qu'on nous impose un Sénat dont la composition est tout sauf démocratique. Et on en revient au même débat, Jules. Quelle est la justification technique, politique et démocratique de la création de ce Sénat? Je parle au-delà de la forme de ce Sénat qui n'a aucune forme de légitimité politique ou démocratique, parce qu'on ne nous a pas expliqué que notre pays a moins bien fonctionné ces 30 dernières années, alors qu'il n'avait pas de Sénat. On n'a pas réussi à nous démontrer que l'Assemblée nationale, les institutions de la République, etc., avaient posé de tels problèmes dans leur agencement et dans leur interaction qu'il était devenu plus que nécessaire de créer une sorte de furoncle institutionnel qui va venir amputer des prérogatives du Parlement, imposer ses décisions à un exécutif et même, et ça devient encore plus grave, prendre des décisions qui vont porter une atteinte grave à l'indépendance de la justice, puisque j'apprends que ce Sénat aura la possibilité de sanctionner des acteurs politiques parce que ceux-ci n'auraient pas respecté la fameuse trêve politique. Lorsqu'on prétendument on a été élu, on doit avoir le calme le plus plat dans le pays pour pouvoir agir. Vous imaginez une équipe qui rentre sur le terrain et qui marque le premier but du match et qui ensuite dit à l'autre, maintenant, vous vous figez, vous ne bougez plus, vous nous laissez continuer nos dribbles, on va continuer de vous marquer des buts, mais on instaure la trêve politique pendant les 90 minutes du match ou pendant les 5 ou 7 années que dureront notre mandat. Ces gens, en réalité, c'est parce qu'ils considèrent que leur action politique est tellement belle, est tellement positive, est tellement impactante pour le pays qu'elle ne doit souffrir d'aucune contestation, d'aucune critique, qu'ils instaurent cela. Et ça, c'est quelque chose qui est constant dans l'action de ce régime. Ce que pensent et ce que veulent les Béninois importe peu à cet exécutif. Patrice Talon a une volonté qui est très claire et qui est la trame de son action politique, de son action à la tête de l'exécutif, c'est de d'ériger autour de lui et autour de ses intérêts et je dirais, de son pouvoir, d'ériger des barricades qui font que les Béninois sont tenus à la périphérie des choix de leur pays, ils sont tenus à l'écart de la désignation de leurs dirigeants et de leurs représentants. Et quand il écarte et quand il évince les candidats et le duo des démocrates, ce n'est pas seulement le parti des démocrates qui est évincé et écarté, ce sont les Béninois en réalité. C'est parce que Patrice Talon a peur de la sanction des Béninois. C'est parce que la sanction des Béninois non seulement lui fait peur, mais qu'elle lui importe peu, qu'il fait en sorte que le lien qui existe entre la légitimité et le peuple soit coupé. Bonjour, chers amis internautes de Biafrica Web TV et merci pour votre fidélité. Dans la nuit du 14 novembre dernier, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté un projet de révision de la Constitution. Au-delà des conditions dans lesquelles le vote a été réalisé, les innovations introduites dans le nouveau projet suscitent de nombreuses interrogations ainsi qu'un climat fait de méfiance, de suspicion, de crainte et de réserve. Parmi les modifications annoncées, on note notamment
la question de la durée des mandats, la création du Sénat et l'instauration d'une trêve politique. Pour en parler et éclairer nos internautes, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Fatihou Ousmane, avocat au barreau de Dijon. Bonjour Maître Ousmane et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Jules Jossou, merci à vous et c'est un réel plaisir d'être ici. Merci pour votre disponibilité. Maître Ousmane, on va aller directement dans le sujet. Comment analysez-vous les conditions dans lesquelles la révision constitutionnelle a été adoptée? Est-ce qu'on peut parler d'un processus régulier et transparent? Alors je sais que quand vous parlez de conditions, il y a beaucoup de choses à mettre dans ce vocable. Il y a la proximité d'élections dites générales de janvier 2026 pour les législatives et d'avril 2026 pour les, euh, les présidentielles. Il y a la fin de cette mandature, de cette Assemblée nationale, la fin de mandat de cette Assemblée nationale qui interpelle sur la légitimité qu'ont des députés en fin de mandat qui n'avaient pas eu ce mandat-là du peuple béninois en 2023, je dois le rappeler, pour opérer non pas une révision constitutionnelle, une sorte de toilettage, ou comme j'ai pu entendre, une sorte de relooking de la Constitution. Il y a eu une révision en profondeur de notre modèle républicain et de nos institutions. Et il y a également les conditions de ce vote qui interpellent toute personne, on va dire, avec un minimum de vertu, qui doivent et qui auraient dû normalement conduire à ce que ce vote, si on peut appeler ça un vote, en pleine nuit, dans des conditions obscures et d'obscurité, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé, soit repris. Donc, si vous le voulez, on va reprendre point par point en ce qui me concerne pour parler de cette affaire qui n'honore pas notre pays, qui n'honore pas ceux qui se disent porteurs de ce texte, qui déshonore ceux qui sont les réels bénéficiaires de ce texte et dont on connaît parfaitement l'identité, et qui, en tout état de cause, vont priver de légitimité politique et démocratique toutes les personnes qui, à partir de janvier 2026, voudront se baser sur ce texte-là pour estimer avoir été élu qui à l'Assemblée, qui aux communes et qui à la présidence de la République. Alors, quand vous dites le contexte, Jules, je vous rappelle que cette Assemblée nationale est composée très majoritairement de députés de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire de députés qui obéissent à un seul homme, Patrice Talon. Il a le bloc républicain et l'UPR. Il y a également dans cette assemblée, en tout cas il y avait ce qu'on qualifiait à l'époque de minorité de blocage constituée par les députés du seul parti d'opposition réel au Bénin, le parti Les Démocrates, et par le jeu de passe-passe dont tout le monde a été témoin depuis le processus de désignation du duo présidentiel. On a assisté à une forme de débauchage et de déstabilisation de ce parti qui a conduit à la défection d'abord d'un seul député, le fameux Sodjinou, et ensuite à un débauchage en bonne et due forme de tous ces députés qui aujourd'hui seraient ceux qui auraient voté pour cette révision. Donc on a un problème qui est celui d'une assemblée qui non seulement est en fin de mandat, qui n'a donc pas la moindre légitimité pour voter un texte pour lequel les Béninois n'ont pas été consultés, pour lequel les députés actuels élus en janvier 2023 n'ont pas obtenu la moindre directive, la moindre expression de volonté des Béninois également. Et on a enfin un texte qui est voté dans des conditions qui sont indignes pour une démocratie, en tout cas celle béninoise, et qui sont indignes pour tous les Béninois qui ont regardé ça avec effroi, avec déception et beaucoup de tristesse. Donc, on est en fin de mandat, on est avec une assemblée dont on sait déjà qu'elle est à légitimité douteuse quand on connaît les conditions de son élection en janvier 2023. On est à moins de 6 mois, rendez-vous compte, d'une élection présidentielle. On est à moins de 2 mois d'une élection législative. Et on annonce aux Béninois qui
potentiellement vont voter en janvier 2026, que le mandat des députés ne sera plus de 5 ans, mais de 7 ans. Tout cela en violation flagrante de la Constitution et des décisions de la Cour constitutionnelle qui disait bien que la durée du mandat et le nombre de mandats ne pouvaient pas faire l'objet de révision ou de modification, même par le pouvoir constituant dérivé qu'est l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, cette révision est une nouvelle attaque, une nouvelle agression de notre système et de notre bien vivre ensemble qui, en réalité, n'a d'autre vision, d'autre visée et d'autres desseins que celui d'être taillé sur mesure pour un pouvoir qui est finissant et qui, il y a quelque temps, disait encore qu'il n'avait besoin de personne pour assurer ses arrières, mais dont on sait manifestement que la création de ce Sénat, et on y viendra en quelques temps, a été taillée sur mesure pour que les arrières d'un certain président de la République et de ses complices soient assurés. Ça, c'est la première chose que je voulais dire sur le contexte. L'autre contexte sur lequel il faut quand même, l'autre élément de contexte sur lequel il faut qu'on revienne, c'est que cette élection, ce vote a été fait une fois de plus en pleine nuit. C'est étrange, hein. La révision de 2019 était intervenue elle-même en pleine nuit. On l'avait appelée à l'époque la réunion Halloween. Cette fois-ci, j'entends dire qu'on parle d'une révision obscurité ou coupure de courant. C'est quand même significatif de ce que lorsqu'on veut s'attaquer à la propriété des gens, on le fait lorsque leur vigilance a baissé, notamment la nuit. Et c'est ce que fait ce régime qui, je crois, de mon point de vue et de mémoire, s'est attaqué, je crois que c'est la 6e fois au moins, qu'en moins de 10 ans, on veut réviser une constitution d'un pays qui n'a jamais posé problème. Il faut quand même rappeler que la constitution du 11 décembre 1990 n'a jamais empêché quiconque de gérer un pays, n'a jamais empêché un président de la République d'arriver et de mettre en œuvre son action politique, de poursuivre ses actions dites de développement. La constitution du 11 décembre 1990 n'est pas un obstacle à ce que le pays se développe et que les Béninois puissent profiter on va dire, du trésor public et du trésor national. Elle n'a jamais empêché un président de la République de faire des routes, de construire des infrastructures, de mener des actions en faveur des plus pauvres, des paysans, etc., etc. La Constitution de la République, la Constitution dont nous avons hérité de nos pères fondateurs, était l'élément stabilisateur le plus sûr qu'on avait. Ces gens qui sont arrivés en avril 2016 se sont acharnés avec une détermination sidérante à faire en sorte que notre texte fondateur ne soit plus celui dont la sacralité nous permettait d'être rassurés. Ils se sont assurés de faire en sorte qu'elle soit non plus l'instrument du vivre ensemble des Béninois, mais l'action, enfin, le texte qui leur permettait à eux d'assurer leurs arrières. Donc on est là dans des conditions où, en pleine nuit et au moment du dépouillement, étrangement, il y a 3 coupures de courant, pas une, pas deux, 3 coupures de courant qui permettent de passer de votes qui n'étaient pas favorables à un dépouillement et des suffrages qui, étrangement, et en quelques minutes, deviennent favorables. Les scènes auxquelles on a assisté, il faut le dire, qui nous ont été racontées par ceux qui étaient présents, alors que d'habitude, quand il y a des votes de cette nature-là, la télévision du Parlement filme, les médias sont présents. Étrangement, rien de cela n'a été mis en œuvre. Il est clair et de mon point de vue, c'est évident, que la profanation ultime a été opérée dans des conditions obscures avec une coupure de courant. Tout cela pour en arriver à la conclusion suivante, c'est que quand on veut faire du bien et quand on veut bien faire les choses, eh bien, on les fait, je dirais, en plein jour, au vu et au su de tout le monde, et sans donner la possibilité à ceux qui en sont les victimes de contester la légitimité de ce que vous avez fait. Les Béninois n'ont pas été consultés. La nécessité de cette révision constitutionnelle n'a jamais été mise en évidence. Il n'y a jamais eu aucun obstacle à l'action de ce gouvernement, pas plus que des anciens régimes qui se sont succédés depuis 1991. Et une fois de plus, alors qu'on sait
que la précédente révision de 2019 avait été invalidée, annulée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on procède de la même façon, sans consultation préalable, sans débat public, sans débat sociétal, et on en arrive à une situation où désormais, ce qu'on n'a pas pu faire avant, c'est-à-dire consulter les Béninois par référendum, eh bien on veut le faire maintenant avec ces opérations indignes de députés qui se promènent dans le pays aux frais encore des Béninois pour essayer de leur expliquer que cette révision était devenue nécessaire et qu'il fallait le faire. Ces gens se moquent de nous et le font avec un mépris et une défiance qui auraient dû, depuis 2019, nous conduire à une mobilisation populaire plus déterminée. Voilà ce que je pense de cette révision. Mais si on regarde un peu le nombre d'articles modifiés et d'autres qui ont été introduits, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un débat vraiment de fond sur le contenu de ce projet de révision de la Constitution? Votre question est très intéressante parce que au départ, il y a prétendument deux porteurs de cette révision dont les noms m'échappent, mais je crois qu'il y a le député Akhenatonde et Et Hassan Seydoux. Seydou, oui, du Voilà. BR. Oui. Voilà. Et donc, quand on voit d'abord le contenu très laconique et sommaire de leur projet ou de leur proposition de révision et qu'on le compare à ce que c'est devenu aujourd'hui, il y a un gouffre entre les deux. On nous a présenté une sorte d'écran de fumée pour in fine arriver avec un système d'amendement, et ce en moins de 24 heures, en moins de 48 heures, j'exagère probablement avec 24 heures, en moins de, 20, en moins de 48 heures, on est passé d'un projet très laconique avec deux, trois modifications à une vingtaine d'articles retouchés et au moins une quinzaine de nouveaux articles dans la Constitution. Donc, non, on nous a trompés, comme on nous trompe depuis 2016, sur la volonté d'instaurer et d'ancrer de manière durable la démocratie. On nous a trompé également sur la finalité de ce texte. On nous a trompé parce que, comme ils procèdent d'habitude, ils prêchent le faux pour avoir le vrai, et le vrai, en l'occurrence, n'a aucune forme de vertu. Donc non, pour répondre à votre question, il y a évidemment une vraie différence entre qui était présenté et qui d'ailleurs n'a jamais été discuté dans la société béninoise. On ne révise pas une constitution, on ne révise pas le texte fondateur d'un pays comme on changerait le règlement intérieur ou les statuts d'une association lambda. Vous vous rendez compte que même quand aujourd'hui vous voulez enregistrer une association au Bénin, on vous réclame des textes avec des statuts, on vous réclame des règlements intérieurs qui font de la démocratie interne à cette association-là une exigence, je dirais, capitale. Aujourd'hui, il est plus facile de réviser la constitution d'un pays que de réviser le règlement intérieur ou les statuts d'une association. Ce n'est pas normal. C'est une attaque profonde et une attaque intolérable à ce qu'est le vivre ensemble. Donc, moi, je considère que on nous a trompés pour une fois de plus arriver à une situation qui est celle que le véritable commanditaire de cette révision voulait. Les deux porteurs n'étaient pas les auteurs de cette révision, on le sait. La réalité est que celui qui prétendait il y a quelque temps n'avoir besoin de personne pour assurer ses arrières veut se créer un Sénat qui n'a aucune onction démocratique, aucune caution démocratique, pour finalement assurer lui-même ses arrières. Et d'ailleurs, celui qui était présenté comme son partenaire et son conseiller le plus proche est aujourd'hui en prison, et comme l'étaient déjà des vrais opposants comme le professeur Joël Aïvo et Rekia Madougou. Donc, on est dans une situation où non seulement le peuple n'a pas été consulté, non seulement il n'y a pas eu de débat sociétal, il n'y a pas eu d'explication sur la légitimité juridique, politique, sociétale éventuelle de cette révision, mais qu'à la suite de tout cela, de tous ces manquements-là, on nous propose un texte qui, par le truchement d'amendements plus obscurs les uns que les autres, est vraiment éloigné du texte initial, ce qui laisse penser, et si la Cour constitutionnelle devait réellement faire son travail, que cette révision doit être invalidée et que tout cela doit être remis à plat. Vous avez commencé à en parler. Il n'y a pas eu vraiment de débat à l'intérieur ou bien au sein de l'Assemblée nationale. Le projet n'a pas été aussi vulgarisé auprès de la population. Maintenant, on a eu au cours des dernières heures que les partis de la mouvance iront sur le terrain
pour un service, on peut le dire, après-vente. Est-ce que ce rattrapage permet, ou bien peut permettre de sensibiliser quand même la population sur le contenu de ce projet? Non, c'est une forme de pied de nez qui est fait à l'esprit de la démocratie et au texte. On ne, quand on ne vient pas valider ou faire valider ou faire avaler une couleuvre après avoir forcé son passage. Ce que font ces gens, c'est du mépris vis-à-vis du peuple. Ils insultent, moi je le dis avec beaucoup de sérénité. Ce régime insulte notre intelligence depuis qu'il est arrivé. Ces gens nous méprisent avec une constance qui force mon admiration, mais ce mépris-là est conforté par le sentiment de toute puissance qu'ils ont et l'impunité que leur procure l'étendue de leur pouvoir et de l'impression qu'ils ont que rien ne peut leur résister. Vous voyez, ils viennent aujourd'hui nous dire nous devions le faire, alors qu'il aurait été quand même plus simple de nous expliquer avant de le faire pourquoi il fallait le faire. Il aurait été plus simple de dire aux Béninois, nous devons le faire, donc nous demandons votre avis, nous demandons votre participation, nous demandons votre implication dans ce processus. Et la seule façon de demander l'implication des Béninois dans le processus, c'est d'instaurer un débat public qui va progressivement arriver à un système de référendum. Tout cela, imaginez bien que cela a été fait, rendez-vous compte, Jules, que cela a été fait après le dépôt des candidatures pour les élections législatives présidentielles de 2026. C'est-à-dire que c'est venu comme un cheveu sur la soupe. On nous parle d'un truc qui nous occupe l'esprit pendant, je ne sais pas, un mois, 2 mois depuis, entre août et novembre 2025, où tous les esprits sont concentrés sur la constitution des dossiers, la présentation des mandats des candidats, etc., etc. Entre-temps, ils nous présentent eux-mêmes leurs candidats imposés par le commanditaire et le parrain de tous les parrains. Et alors qu'on en était à essayer de digérer cette énième exclusion de l'opposition, d'un seul coup, sans aucune forme de préparation et sans même, et c'est là que pour moi c'est vraiment insultant, sans qu'il n'y ait même eu le moindre essai de justification de ce que cette révision devenait capitale, pourquoi elle ne l'était pas au mois de juin, et pourquoi alors que les décisions, les dépôts de candidatures ont été validés, certaines candidatures écartées par la Sénat, pourquoi cette révision devient aujourd'hui nécessaire? J'ai entendu, et c'est une de mes déceptions, j'ai entendu monsieur, dont j'ai oublié, le nom m'échappe, un ancien opposant devenu aujourd'hui député de la mouvance, dire que cette révision était nécessaire pour un rééquilibrage des pouvoirs. Vous vous rendez compte de c'est un professeur d'université, professeur de droit qui dit ça. Vous vous rendez Victor compte Topano, non? exactement, Victor Topanou. Topano, oui. C'est pas possible d'entendre des gens qui sont des voix autorisées venir nous servir de telles salades. C'est une profonde injure à notre intelligence et une attaque encore plus flagrante à notre capacité de réflexion. Donc non, leur service après-vente, leur effort de communication, c'est encore de l'eau versée sur le dos d'un canard. C'est surtout une façon pour eux d'essayer de se justifier alors qu'il aurait été bien plus simple, un, d'instaurer le débat préalablement, deux, d'interroger les Béninois par un référendum. Ce qu'ils font là, c'est encore de l'argent gaspillé, mais ce sera aussi le même argent qui sera gaspillé lorsqu'ils essayeront de s'organiser leurs élections entre eux en janvier et en avril 2026, puisque évidemment, les Béninois étant exclus de ce processus-là, n'ont aucun intérêt et j'imagine aucune envie de participer et de donner leur caution à cette mascarade qui se prépare pour janvier et avril 2026. Donc, cette révision est intervenue alors qu'on est en processus électoral, comme vous l'avez dit tantôt. Et la question qu'on a eue dans l'opinion, est-ce que le fait que les candidats pour la présidentielle ont déposé leur dossier pour un mandat de 5 ans et le mandat passe subitement à 7 ans, est-ce que sur la base de la Constitution, cela devrait poser un problème réel? Dans un pays sérieux, avec des institutions rigoureuses, avec une Cour constitutionnelle qui prend
qui revêt pour une fois son manteau de gardienne des institutions et de régulatrice des institutions de la République, eh bien cette constitution devrait être, cette révision constitutionnelle devrait être annulée. Évidemment, il y a le parallélisme des formes, il y a aussi le défaut de base légale. On est clairement face à tout ce qu'on peut appeler, moi je les appelle les profanateurs de la République parce qu'ils ne respectent rien, ce sont des fossoyeurs dont la seule, je dirais, la seule trame dans l'action politique est je dirais, d'utiliser des textes, d'utiliser les moyens par lesquels ils arriveront à leur fin, peu important ces moyens et peu important le respect des règles, peu important le respect des textes en vigueur. Donc évidemment que lorsque vous déposez un dossier de candidature sur la base d'une constitution, qui est celle modifiée en 2019 et qui est celle du 11 décembre 1990, qui vous dit que vous déposez une candidature pour des législatives en 2025 pour un mandat de 5 ans chacune, et que le jour d'après, vous apercevez que en réalité, votre mandat ne sera pas de 5 ans, mais de 7 ans, il y a ce qu'on appelle un défaut de base légale, il y a rupture d'égalité, ça veut dire que ceux dont les candidatures ont été écartées peuvent naturellement aujourd'hui saisir la Cour constitutionnelle en disant mais attendez, sur quelle base est-ce que et sur quelle constitution, sur quelle loi électorale est-ce que ma candidature avait été invalidée? Eh bien, la Cour constitutionnelle sera bien en peine de leur dire eh bien écoutez, vous avez tort parce que le constituant dérivé qu'est le Parlement peut changer en cours de processus les lois et les textes qui s'appliquent. Mais on ne découvre pas que c'est leur méthode qui vous souviennent, Jules, que en 2020 déjà, en plein processus de désignation et d'élection des maires dans les communes, ce gouvernement avait fait voter par son assemblée à l'époque monocolore et composée des seuls députés de la mouvance, ce gouvernement avait fait adopter une loi qu'ils ont appelée une loi d'explication, ou je ne sais plus comment ils l'avaient appelée, explicative, qui faisait en sorte que, loin de l'explication présentée, en réalité, c'était une loi qui modifiait le mode de désignation des maires pour faire en sorte que ce ne soit plus les conseillers municipaux qui désignent le maire, mais les partis politiques. Donc, on ne découvre pas que ces gens usent et abusent de la loi et font en sorte que ce qui les arrange, ce qui fait leur intérêt devienne la loi et s'applique. Donc non, pour répondre à votre question de début, le fait de changer et de changer et pas des modifications à la marge, mais des éléments substantiels d'un contrat crée une rupture d'égalité qui devrait logiquement, en plus des autres violations de la Constitution, notamment de la durée du mandat, des conditions de vote, etc., etc., tout cela devrait conduire la Cour constitutionnelle de Dorothée Sosa, professeur agrégé de droit, même s'il est agrégé de droit privé, à invalider cette constitution. D'ailleurs, nous allons parler dans quelques minutes d'un texte, Jules Dossou, dont ni vous ni moi ne connaissons le contenu, puisque à l'heure où nous vous parlons, même les députés qui ont voté cette loi ne sont pas capables de nous dire le nombre d'articles qu'elle contient, les modifications réellement apportées et concrètement ce que cela va entraîner pour le pays, puisque aujourd'hui le texte n'est connu de personne et qu'il est encore probablement en cours de complément quelque part entre la Marina, la Cour constitutionnelle et le siège des partis de la mouvance. Autre interrogation par rapport au timing. On sait que les normes de la CEDEAO interdisent des modifications des lois électorales à moins de 6 mois des élections. Et on sait que le Bénin, par le passé, à travers Patrice Talon, avait pris des positions fortes par rapport au Niger en respectant une décision supposée de la CEDEAO. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à ce niveau où, à des moments donnés, le pays respecte les décisions de la CEDEAO et à d'autres moments, le pays tourne dos aux normes de la CEDEAO? C'est une excellente question parce que, et là je vais renvoyer Patrice Talon
à la prise de position virile et quasi militaire qu'il avait eue à la suite des coups d'État, notamment celui du Niger, lorsqu'il voulait coûte que coûte aller rétablir l'ordre démocratique au Niger, oubliant que lui-même, dans son propre pays, avait instauré un système de recul démocratique qui force l'admiration et qui provoque l'inquiétude des millions de Béninois. Donc, votre question est pertinente. Ce qu'interdit le protocole additionnel de la CEDEAO, c'est effectivement la modification de toute disposition à vocation électorale dans un délai de 6 mois avant une élection. Est-ce qu'il y a plus électoral, est-ce qu'il y a plus important pour une élection que la durée d'un mandat? Je ne crois pas. Ceux qui vont venir dans quelques semaines, parce que ils ont déjà prévu le coup, ceux qui vont venir vous dire que ce n'est pas la loi électorale ni le code électoral qui a été modifié, il faudra leur rappeler qu'il n'y a pas plus important au-delà des conditions de parrainage, au-delà des conditions de vote, etc., etc., il n'y a pas plus important que la durée d'un mandat. Vous parlez de loi électorale. Donc, alors que précédemment, des gens avaient déposé leur candidature pour 5 ans, venir leur dire que finalement c'est 7 ans et que ceux qui ont été écartés diront mais attendez, si on m'avait dit que c'était 7 ans, peut-être que j'aurais mieux constitué mon dossier, peut-être que je me serais arrangé autrement pour que mon dossier ne soit pas rejeté. Il n'y a pas de raison pour que cela ne vienne pas invoquer une modification. Donc, je redis que lorsqu'on se veut donneur de leçons pour les autres, il faut s'assurer que son propre siège est propre. Lorsque vous voulez vous faire passer pour plus royaliste que les autres, il faut s'assurer que les règles que vous prétendez invoquer pour les autres sont appliquées chez vous-même. Et tout cela me donne l'impression, et c'est vraiment ces dernières semaines, Jules, je ne vous cache pas que mon pays me rend triste. Mon pays, la situation dans laquelle le régime actuel a placé de manière méthodique notre pays m'interpelle et me fend le cœur parce que nous étions jusqu'à il y a une dizaine d'années cités en exemple. Les gens, lorsqu'ils nous croisaient, nous autres Béninois qui avons la chance d'être ailleurs, qui nous croisaient, nous félicitaient pour ce que nous avions réalisé. Certains étaient même jaloux de nous. Et aujourd'hui, eh bien, nos amis togolais, nos amis ivoiriens, nos amis camerounais, nos amis congolais, nos amis gabonais nous disent, bon, écoutez, vous êtes un peu comme nous. Patrice Talon, lui, en plus, il a réussi l'exploit de vous instaurer tout ça en moins de 10 ans, alors que les autres ont mis un peu plus de temps à le faire. Il m'interpelle en me disant, mais finalement, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Donc, pour répondre à votre question, lorsque on procède à une telle modification 2 mois avant une élection législative et quasiment moins de 6 mois avant l'élection présidentielle d'avril 2026, évidemment qu'on viole la Constitution, évidemment qu'on viole les textes de la CEDEAO qu'on est censé appliquer, mais vous verrez une cour constitutionnelle, celle de Dorothée Soussa, vous dire, comme l'a dit celle de Joseph Djobenou, que le Bénin, pour ses intérêts et sa politique nationale, n'est pas tenu d'appliquer les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ou les textes de la CEDEAO, et ils vous diront que le pouvoir constituant, même dérivé, peut évidemment déroger à des textes qui s'imposent, et je le rappelle, ça c'est important, qui s'imposent à la Constitution de notre pays. Donc ne soyez pas surpris que la Cour de Sousa dise le contraire de ce que Dorothée aurait pu dire lorsqu'il s'adressait il y a quelque temps à ses étudiants. Revenons maintenant au contenu même de cette révision. On va commencer par l'innovation majeure, c'est-à-dire la création du Sénat. Est-ce que vous pensez que cette institution va renforcer un peu l'ossature ou bien l'architecture institutionnelle au Bénin? C'est une moquerie. Ce Sénat n'est pas sérieux. La création de cette institution n'est pas sérieuse. On se posait déjà tous des questions sur l'utilité d'un Conseil économique et social. Ce n'est pas pour qu'on nous impose un Sénat dont la composition est tout sauf démocratique. Et on en revient au même débat, Jules. Quelle est la justification technique, politique et démocratique de la création de ce Sénat? Je parle au-delà de la forme de ce Sénat qui n'a aucune forme de légitimité politique ou démocratique, parce qu'on ne nous a pas expliqué que notre pays a moins bien fonctionné ces 30 dernières années, alors qu'il n'avait pas de Sénat.
On n'a pas réussi à nous démontrer que l'Assemblée nationale, les institutions de la République, etc., avaient posé de tels problèmes dans leur agencement et dans leur interaction qu'il était devenu plus que nécessaire de créer une sorte de furoncle institutionnel qui va venir amputer des prérogatives du Parlement, imposer ses décisions à un exécutif et même, et ça devient encore plus grave, prendre des décisions qui vont porter une atteinte grave à l'indépendance de la justice, puisque j'apprends que ce Sénat aura la possibilité de sanctionner des acteurs politiques parce que ceux-ci n'auraient pas respecté la fameuse trêve politique dont on parlera dans quelques minutes. Tout cela pour dire que rien, mais alors rien, sauf d'avoir une institution taillée sur mesure, sauf d'avoir une institution ou un ensemble de personnes qu'on aura réunies parce qu'ils seront soumis, parce qu'ils seront, je dirais, qu'ils adhéreront à la thèse du grand timonier national qui est Patrice Talon, seront autour de lui pour lui valider la possibilité pour lui, après ces 10 années, d'avoir une tranquillité sur les 14 prochaines années. Donc aujourd'hui, le Sénat n'a aucune justification technique, aucune légitimité politique, aucune caution démocratique qui puisse justifier que les deniers des pauvres Béninois aident à financer le fonctionnement d'un machin composé de 25 à 30 personnes qui n'auront été élues, dites-vous bien, par personne. Personne n'élira les membres du Sénat, personne ne leur donnera le moindre mandat, et à ces gens-là, on va leur demander de prendre des décisions qui s'imposent au gouvernement, on va leur demander de prendre des décisions qui s'imposent au Parlement, on va les laisser demander au Parlement de faire des relectures de textes parce que ça ne suffirait pas et que ça n'irait pas aux yeux du grand timonier national, et on va leur demander à ce Sénat-là de prendre des sanctions comme s'ils étaient des juges contre des acteurs politiques. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la dictature. Ce que c'est que c'est ça, c'est un régime autoritaire qui se poursuit par le biais de cette institution dont on sait que Patrice Talon prendra la tête, puisqu'en réalité, vous voyez qu'elle sera composée d'anciens chefs d'état-major, de gens que le président, l'homme lige, Romuald Wadani, puisqu'on nous présente comme le futur président, va désigner, et j'imagine pas qu'il désignera des gens comme vous et moi, dont la position critique est connue en réalité. Et vous voyez déjà que j'ai lu, mais je ne sais pas si c'est vrai en réalité, j'ai lu que certains candidats actuels, certains députés actuels qui ne sont plus candidats se présentent déjà comme ayant le titre de député sénateur sur leur dossier de candidature. Je trouve tout cela profondément insultant pour nous et profondément attentatoire à notre vivre ensemble. Ce Sénat, c'est une insulte. Sa composition est une agression démocratique, et quant à son fonctionnement et quant à ses missions, en réalité, c'est une volonté, une fois de plus, de dévitaliser notre démocratie pour faire en sorte que les décisions soient prises non pas par respect et dans le respect des règles démocratiques, mais par un seul homme dont les intérêts sont aujourd'hui mêlés à ceux de notre pays. Depuis 2016, quand même, nous avons connu plusieurs crises, des crises majeures d'ailleurs, comme en 2019 et 2021 avec les violences électorales. On a aujourd'hui encore, au moment où nous parlons, des personnalités majeures qui sont en prison. Vous avez cité tantôt le professeur Joël Aïvo, Madame Rikia Madougou. On a des anonymes aussi qui sont en prison. Est-ce que ce Sénat qu'on peut considérer comme un conseil de sages aurait pu ou même peut permettre un peu de gérer ces genres de situations où les institutions ont failli? Eh bien, j'ai lu le peu de textes, le peu d'éléments qu'on nous permet d'avoir sur Internet, sur les missions et les attributions de ce Sénat, et je n'y ai pas vu la moindre allusion à un apaisement quelconque, la moindre allusion à une volonté de ceux qui en sont les initiateurs d'en faire un conseil des sages dans lequel autour duquel on réunirait les enfants du pays
pour que soient discutées les conditions d'établissement et de rétablissement de la paix, les conditions d'une concorde nationale. Tout ce que j'y ai vu, moi, au contraire de ce Sénat, c'est la volonté de conserver un pouvoir, de l'asseoir de manière scandaleusement tentaculaire au niveau du pays et de poursuivre le système de prédation politique et économique qui est mis en place parce qu'on fait en sorte que ce soit encore les mêmes qui continuent, après leur prétendu mandat, d'exercer des fonctions à la fois exécutives, parlementaires, mais également judiciaires. Donc, je n'ai pas vu dans les textes qui nous est permis de regarder, je n'ai pas vu la moindre allusion à une volonté d'apaisement. D'ailleurs, quand on interroge l'actuel président de la République sur sa volonté d'apaiser les choses, les seules choses qu'il nous renvoie à la figure, c'est ces prétendus guéguerres avec Yahi Boni qui aurait pourri la vie politique béninoise, et c'est sa volonté de faire en sorte que les députés votent une loi pour interdire à Yahi Boni, à lui, de continuer d'agir, alors que quelques semaines plus tard, il laisse faire adopter par le Parlement un texte qui instaure un Sénat où il ira siéger. Vous voyez le double langage qui est le sien, qui consiste à dire je suis victime de ma proximité avec Yahi Boni, donc je veux me retirer, mais en même temps, je fais voter une révision constitutionnelle qui instaure un Sénat dans lequel je vais être. C'est pas sérieux, c'est pas respectueux vis-à-vis de nous. C'est surtout une volonté de nous prendre pour, je dirais en termes triviaux, pour des buses, mais c'est nous prendre pour des imbéciles en réalité. Ils se figurent dans leurs esprits que nous ne comprenons pas ce qu'ils veulent faire. Mais ils savent au fond d'eux que non seulement nous le comprenons, mais que les Béninois les regardent avec je dirais, la sérénité de gens qui savent que tôt ou tard, et plutôt tôt que tard, ils arriveront à leur faire rendre gorge et à faire juger ceux qui sont aujourd'hui les responsables de ces forfaitures. Et la création de ce Sénat en est une. Donc, pour répondre à votre question, il n'est pas dans les attributions de ce Sénat d'apaiser la moindre tension et d'œuvrer pour le retour des exilés, d'œuvrer pour la libération des prisonniers politiques, Joël Aïvor, Ricky Amadougou et les nombreux autres anonymes. Il n'est pas dans ces attributions de le faire, d'autant plus qu'ils ont déjà fait voter il y a quelques années en arrière des dispositions pénales qui faisaient du président de la République le juge de l'application des peines au Bénin et qui faisait que c'est le président de la République qui, sur certains dossiers, pouvait décider de libération conditionnelle, de contrôle judiciaire sur certains sujets, sur certains prisonniers, ce qui était déjà une attaque à l'indépendance des juges dans notre pays. Donc, un Sénat qui aujourd'hui peut juger d'autres acteurs politiques, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on met dans acteurs politiques, Jules? Est-ce que vous, qui faites ce média qui permet à des Béninois de s'exprimer librement, est-ce que vous êtes un acteur politique? Manifestement, dans leur esprit, oui. Est-ce que moi, qui suis aujourd'hui en train de critiquer ce régime actuel, est-ce qu'on pourra dire dans quelques semaines, lorsque leur fameuse trêve politique sera instaurée, est-ce qu'on pourra dire que ce que je fais n'est pas contributif à leur action, mais est une attaque? Est-ce que je serai considéré comme un acteur politique? Est-ce que le syndicaliste, au mois de juin, qui prendra la parole pour dire que le gouvernement n'a rien fait pour les droits des salariés, est-ce qu'il sera considéré comme un acteur politique? De qui se moque-t-on et pour qui nous prennent ces gens? Pour moi, et je vais le dire avec beaucoup de franchise, cette révision est une énième attaque, est une énième insulte à notre intelligence et cela ne peut pas passer. L'autre innovation, si on peut l'appeler ainsi, vous avez commencé à en parler, la trêve politique. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est pour permettre une certaine pacification de l'espace politique et permettre au président élu de travailler dans la tranquillité. Est-ce que vous pensez que le débat politique peut empêcher un président de mettre en œuvre son projet de société? Ce sont des paresseux. Leur réflexion procède de la paresse intellectuelle et d'un manque de courage qui est totalement sidérant. C'est de la lâcheté intellectuelle, c'est de la lâcheté morale de considérer que lorsqu'on prétendument
on a été élu, on doit avoir le calme le plus plat dans le pays pour pouvoir agir. Vous imaginez une équipe qui rentre sur le terrain et qui marque le premier but du match et qui ensuite dit à l'autre, maintenant, vous vous figez, vous ne bougez plus, vous nous laissez continuer nos dribbles, on va continuer de vous marquer des buts, mais on instaure la trêve politique pendant les 90 minutes du match ou pendant les 5 ou 7 années que dureront notre mandat. Ces gens, en réalité, c'est parce qu'ils considèrent que leur action politique est tellement belle, est tellement positive, est tellement impactante pour le pays qu'elle ne doit souffrir d'aucune contestation, d'aucune critique, qu'ils instaurent cela. En réalité, qu'est-ce que cela signe? Cela signe déjà la volonté d'instaurer une dictature de la pensée. Ce que nous faisons ne peut pas faire l'objet de critiques. C'est comme ça que fonctionne Patrice Talon, c'est comme ça que fonctionne le régime actuel. Qui vous souviennent qu'il était déjà venu à l'Assemblée nationale dire que il voulait que les lois qu'il proposerait, que les textes que lui proposerait à l'Assemblée nationale soient votés les yeux fermés par les députés. Il voulait déjà, dans un de ses discours, j'ai entendu dire que son action était tellement positive et était tellement belle pour le Bénin qu'il n'a même plus besoin d'en parler. Donc en réalité, il a peur d'une chose. Il sait qu'il ne sera plus au pouvoir dans quelques mois et qu'il ne sera plus, en tout cas, à la direction effective du pays dans quelques mois. Et ce qu'il a réussi à faire, lui, en tant qu'individu sans foi ni loi, il a peur qu'en réalité, son successeur ne soit pas en mesure de le faire. Il a peur que la contestation possible qui va probablement advenir dans quelques mois parce que Patrice Talon, lui, ne sera plus là et que la peur qu'il a instaurée aura été dissipée, aura disparu. Il a peur que celui qui va lui succéder ne soit pas en mesure je dirais, de juguler cette situation et les tensions qui vont naître. Et il sait que le pays est sous tension. Il sait que les Béninois l'observent et les observent avec circonspection, avec exaspération en même temps, et que l'étincelle peut venir demain, qu'elle peut venir après-demain, et qu'il est probable qu'elle vienne très très vite. Et de cela, il en a peur. Il a peur que les acteurs politiques soient les porteurs de cette étincelle et de cette mobilisation qui, de toute façon, viendra. Et pour s'épargner la possibilité, pour s'épargner les effets de cette contestation, ils instaurent une prétendue trêve politique qui veut dire quoi en réalité? Qui veut dire que ils sont tellement peu sûrs de leurs convictions, puisqu'ils n'en ont pas, qu'ils sont dans l'incapacité de tenir une contradiction tout un mandat. Vous vous rendez compte de ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'Assemblée nationale, on va discuter de quoi lorsqu'on y sera? Ça veut dire que quand on organisera des débats politiques, on va discuter de quoi? L'opposition devra faire quoi lorsqu'elle se présentera à la télévision ou à la radio? Elle devra dire, eh bien écoutez, je ne peux rien dire, je suis en train. Ça veut dire que lorsque l'éventuel député de l'opposition ira à l'Assemblée nationale et qu'on lui présentera un texte qui, selon lui, viole les principes fondateurs de notre République, il ne pourra pas les contredire. On n'est pas en Chine, on n'est pas en Corée du Nord, on n'est pas en Russie, nous sommes au Bénin où la vivacité de l'esprit, la critique béninoise a toujours contribué à améliorer les choses. Et ça, c'est des choses qui insupportent ce régime. Et c'est la raison pour laquelle il instaure cette traite qui est fondamentalement, en plus, qui viole toutes les règles démocratiques. Je veux dire qu'on a adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui parle de liberté d'expression, liberté de pensée. On a adhéré à la Déclaration africaine également. On a adhéré à des textes de la CEDEAO qui font de nous des êtres vifs, des êtres humains capables de penser, capables de critique, et même obligés de critique lorsque nous sommes devant une situation qui interpelle nos valeurs démocratiques et nos valeurs humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette trêve-là serait une entrave à tout cela. Et ce n'est pas raisonnable. Et pour en terminer sur ce sujet, cette trêve est une attaque à la démocratie qui, dans aucun pays sérieux, j'ai regardé, hein, ça n'existe pas. Ça n'existe que sous les dictatures
pur et dur, et ça n'existe que dans des pays où la liberté d'expression n'existe pas. Or, la liberté d'expression existe au Bénin. Alors, on vous dira que, attention, on n'interdit pas de critiquer, on dit que la critique doit être constructive. Mais qui décide si une critique est constructive ou pas? C'est eux qui décident, c'est le Sénat qui décidera. Quel Sénat? Le Sénat sans légitimité, le Sénat composé de Patrice Talon et de ses complices chefs d'état-major, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Donc, cette trêve est une attaque qui est intolérable à la démocratie et qui, dans un pays sérieux, devrait conduire la Cour constitutionnelle à l'invalider en rappelant qu'une démocratie ne peut pas souffrir de ce genre de nuances. La démocratie, ça s'aménage, ça se fluidifie, mais la démocratie ne peut faire d'une interdiction la règle. Et ça, ce qu'implique cette trêve politique, c'est qu'on nous empêchera de parler, on nous empêchera de critiquer telle ou telle décision. Ça veut dire quoi? Qu'on ne pourra pas non plus saisir une juridiction lorsqu'un décret sera pris et que ce décret sera, selon nous, une violation d'un texte, une violation d'une loi. On ne pourra pas contester une loi parce que le gouvernement le haut grand gouvernement béninois aura pris une décision, plus personne ne devra la contester. Ça n'est pas sérieux. Et ce que cela signe, Jules, c'est que il y a dans l'esprit de ces gens une forme de fragilité intrinsèque qui interpelle sur leur mental en réalité. Et c'est important que les Béninois entendent ce que cela veut dire. Cela veut dire que lorsque on n'est pas capable d'accepter que ce qu'on propose et ce qu'on fait puisse être contesté, c'est qu'on est soi-même très fragile et très instable mentalement parlant. Et c'est ce que cela veut dire. Ils savent que ce qu'ils font n'est pas vertueux. Ils savent que ce qu'ils font a vocation à rompre notre contrat social et pour nous empêcher de revendiquer nos droits et nos valeurs, eh bien, ils instaurent une trêve politique. Cette trêve est une violation de tout, est une violation de notre nature d'homme, est une violation de nos valeurs humaines et c'est une violation de nos règles démocratiques. Ça ne doit pas et ça ne pourra pas passer, sauf à ce que la Cour constitutionnelle fasse des miracles et nous explique qu'il n'y a pas d'interdiction dans cette trêve politique. Désormais aussi au Bénin, le mandat présidentiel passe de 5 ans à 7 ans. Est-ce que ça pourrait laisser peut-être un peu plus de temps au président élu de mettre en œuvre son projet de société? Patrice Talon avait dit qu'en 5 ans, il pouvait faire le job. En 10 ans, manifestement, il ne l'a pas assez fait puisqu'il estime que seul son successeur peut continuer le job. Et aujourd'hui, le successeur n'aurait plus besoin de 5 ans, mais en réalité de 7 ans. Non, la durée du mandat n'a jamais fait le développement d'un pays en réalité. La durée d'un mandat, c'est une volonté des constituants, une volonté des pères fondateurs de faire en sorte que la précarité qui frappe le mandat de l'élu lui permette et l'oblige à agir dans la vertu, dans le respect de ses engagements et dans le respect de la Constitution. Le fait de rallonger de 2 ans n'a en aucun cas et aucunement d'influence sur la capacité d'un président ou de députés à mieux agir. Non, ce qui fait qu'un régime réussit son action, c'est le respect de ses engagements, c'est le respect de la déontologie démocratique, c'est le respect d'un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs-là sont très éloignées de ce texte qui instaure le Sénat, qui rallonge le mandat présidentiel. Et j'ajoute que sur ces questions-là, de rallonge d'un mandat ou de création d'un Sénat, c'était quand même bien plus simple de laisser éventuellement les nouveaux députés qui seront élus en janvier 2026 et l'éventuel président faire cette proposition-là aux Béninois en leur disant, écoutez, c'est pas pour moi, ce sera pour ceux qui viendront peut-être dans 10 ans. Lorsqu'on fait ce genre de choses, on peut aussi les différer dans le temps. On pourrait dire, écoutez, parce que je suis vertueux,
et parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que cette modification est faite à dessein et à des fins personnelles, ben, je vous propose de faire en sorte que ce ne soit pas ni pour moi ni pour mon successeur, mais pour ceux qui vont arriver dans les prochaines années. Comme ça nous donne le temps d'organiser notre fonctionnement, de préparer nos institutions pour que nous en arrivions là. Non, cela est fait en réalité parce que le régime actuel a conscience de ce que le fait de perdre l'exécutif a un risque et présente un risque pour ses arrières. Et que ces arrières ne seront assurées que par un Sénat à sa solde et par des députés également à sa solde, dont on sait que certains députés qui avaient été débauchés il y a quelques jours ont rejoint depuis quelques temps la mouvance présidentielle et qu'on retrouve des Sodjinou et autres Naoum, je crois, hein, c'est un certain Naoum, sur des listes de la mouvance et Madame Adjovi également, des gens dont les noms seront retenus par l'histoire de notre pays comme ayant été les traîtres à la nation. Et ça, c'est important de le souligner. Leurs explications fumeuses et vaseuses que j'ai pu lire ci et là sur les réseaux établissent clairement que leur motivation était bien loin de ce qu'ils nous présentaient comme argument lorsqu'ils venaient justifier et expliquer leur départ et les défections qu'ils ont faites à leur camp des démocrates. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'une élection présidentielle majeure et pour plusieurs observateurs, les résultats sont connus d'avance. Que faut-il faire, Maître Fatio, dans ces conditions? Moi, je considère de toute façon que depuis les législatives de 2019, les communales de 2020 et la présidentielle de 2021, qu'il n'est plus possible d'accorder la moindre bonne foi aux élections qui se déroulent au Bénin. Et quand on a ensuite vu ce qui s'est passé en 2023 avec l'imposition de certains candidats de l'opposition et des résultats qui sont parfaitement contestables avec l'attribution de sièges au Parlement dont on découvrira après que le nombre de 28 députés de l'opposition a été opportunément celui qu'il fallait pour avoir le nombre de parrains nécessaires à l'élection présidentielle. Moi, je considère que tout cela était déjà des indices de ce que désormais la démocratie était sous éteignoir au Bénin et que aucune élection présidentielle, législative ou communale ne pourra être jugée transparente et libre au Bénin. Donc à partir de là, ce qui s'est passé récemment avec l'éviction du duo des démocrates, avec l'éviction de la liste des démocrates pour les législatives et probablement pour les communales, signe clairement le fait que nous ne sommes plus en démocratie au Bénin. Nous sommes dans un système où l'exécutif choisit son partenaire de jeu, choisit son prestataire de service d'opposition, et en l'occurrence, c'est le même depuis 2021, c'est le parti de M. Paul Rompet qui ne réunit que lui-même et ses quelques fidèles qui sont autour de lui et dont on peut supposer qu'il bénéficie également des avantages grassement offerts par l'exécutif en place. Donc en réalité, il n'y a aucune forme, il n'y a aucune attente à avoir vis-à-vis d'une élection qui ne sera qu'une mascarade électorale. Les Béninois en sont d'ailleurs eux-mêmes parfaitement conscients puisque les taux de participation sur toutes ces élections-là, on l'a vu, sont plus bas les uns que les autres et qu'on a vu par quelle gymnastique il a été permis à la Cour constitutionnelle notamment de gonfler des chiffres pour arriver à des taux qui paraissaient, des taux de participation qui paraîtraient convenables. Pour moi, il n'y a d'élection qu'en démocratie. À partir du moment où on fait le constat que nous ne sommes plus en démocratie au Bénin, il n'y a aucune attente à avoir sur ces élections. En réalité, et ça c'est quelque chose qui est constant dans l'action de ce régime, ce que pensent et ce que veulent les Béninois apporte peu à cet exécutif. Patrice Talon a une volonté qui est très claire et qui est la trame de son action politique, de son action à la tête de l'exécutif, c'est de diriger autour de lui et autour de ses intérêts et je dirais, de son pouvoir, diriger des barricades qui font que les Béninois sont tenus à la périphérie des choix de leur pays, ils sont tenus à l'écart de la désignation de
de leurs dirigeants et de leurs représentants. Et quand il écarte et quand il évince les candidats et le duo des démocrates, ce n'est pas seulement le parti des démocrates qui est évincé et écarté, ce sont les Béninois en réalité. C'est parce que Patrice Talon a peur de la sanction des Béninois. C'est parce que la sanction des Béninois non seulement lui fait peur, mais qu'elle lui importe peu, qu'il fait en sorte que le lien qui existe entre la légitimité et le peuple soit coupé. Et donc toutes ces lois et toutes ces institutions, Sénat, Cour constitutionnelle, ne sont que des instruments de cette exclusion qui font qu'en réalité, on se retrouve avec une démocratie dévitalisée, sans racines, puisque le peuple n'est plus concerné, n'est plus impliqué et ne peut plus se prononcer. Donc en réalité, il n'y a rien à attendre d'une élection présidentielle ou législative. Et à votre avis, pourquoi est-ce que tout cela a été fait 6 mois en avance? Pourquoi est-ce que tout cela a été fait entre octobre et novembre? Pour permettre à ce régime d'installer dans les prochaines semaines, décembre avec les fêtes de fin d'année, début d'année 2026 avec les Vodou Days, etc., pour installer la normalité et l'amnésie de ce qui aura été fait et commis comme forfaiture depuis en 2025. Ils partent de l'idée et de l'espoir que, puisque tout le monde a plus ou moins intégré le fait que les démocrates sont écartés, que les démocrates eux-mêmes ont eu des contestations assez molles là-dessus, que tout le monde a été écarté, que tout le monde a intégré le fait que manifestement ce sera Romuald Wadani qui sera le prochain président. Et le régime a fait le pari que en moins de 2, 3 mois, entre 3 et 6 mois, d'ici là, les Béninois auront oublié et qu'on se présentera en 2026 comme si de rien n'était et comme si tout était normal, que l'élection se présentait avec un parti et des duos et un duo en face dont il faut rappeler quand même qu'il a été parrainé par des députés de la mouvance actuelle. Non mais on marche sur la tête, Jules. On est face à des gens mais qui nous insultent avec une violence. Moi, je ne comprends pas qu'on ne se soit pas soulevé contre ce qui se passe. Vous avez un parti enfin, le FCBE, dont le duo présidentiel est soutenu non pas par un, par deux, mais plus de 30 députés ou parrains de la mouvance présidentielle, alors qu'en face, vous avez le parti d'opposition, le vrai, qui a souffert d'une défection d'un député qui lui manquait pour avoir la possibilité de participer à cette élection. Et ça ne dit rien à personne, et ça ne bouge, ça ne scandalise personne au point qu'on puisse se mobiliser. Et donc là, on va se retrouver à faire. Enfin, c'est un jeu amical. C'est un match amical comme celui qui a déjà eu lieu en 2021. C'est un match amical qui aura lieu en 2026. Et je suis peiné, moi. En tant que Béninois, j'ai à peu près le même âge que Romuald Wadani. J'ai vu qu'il était né en 76, je suis de 76. Je suis peiné de voir qu'un jeune, dont on peut penser ce qu'on veut, moi personnellement, sa seule participation à l'action politique de Patrice Talon le disqualifie à mes yeux pour la moindre candidature à une élection, mais certains peuvent estimer que, après tout, il a le bon profil. Il a le bon profil. Moi, je suis peiné de voir que ce jeune homme va continuer sa carrière politique dans un tel contexte. Qu'est-ce qu'il va pouvoir dire à ses enfants? Qu'est-ce qu'il va pouvoir transmettre à la jeunesse qui le regarde aujourd'hui en lui disant écoutez, mon combat a été celui, non pas de la démocratie et de vos libertés, mais je me suis laissé porter par une vague qui est celle de l'impunité, qui est celle de la tyrannie, qui est celle de l'autoritarisme. Je n'ai pas été élu en réalité. On m'a imposé, on m'a coopté, et je ne suis pas là parce que je l'ai mérité ou parce que vous avez adhéré à mon programme. Je suis là parce qu'on a éliminé les opposants et parce qu'on a fait en sorte que je sois le seul candidat je dirais, crédible. Non, je suis peiné de voir que Romuald Wadani, dont beaucoup de jeunes estiment qu'il a un profil intéressant, je suis peiné de voir que cet homme commencera sa vie politique par cette accession sans aucun mérite. Il vaincra sans péril et il n'aura aucun mérite et son triomphe n'en sera que plus indigne. Merci beaucoup, Maître Ousmane. Nous avons reçu pour vous Maître Fatiu Ousmane. Avec lui, nous avons essayé d'analyser un peu les conditions du projet de révision de la Constitution effectué le 14 novembre dernier. Une fois encore, merci pour votre disponibilité. Merci à vous. À bientôt, Jules. Merci bien.